Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à cette séance conclusive de mon cours « Droit de nature, nature sans droit ». Je souhaite la dédier à la mémoire d'un ami qui vient de disparaître prématurément, Gianni Pavan. Quand nous étions adolescents, il a enregistré notre groupe musical. Il est ensuite devenu un expert mondial du langage des cétacés, tout en gardant sa gentillesse, sa détermination. Adieu, Gianni. Ovide disait « Il nous arrive souvent, en écoutant quelque chose de récent, de penser à un événement passé. Ainsi, plus le sort de notre planète nous préoccupe, plus nous repensons à des événements passés qui semblent parler de nos soucis. » Le cours de cette année a pris comme lieu de départ l'Uttarakhand, où, en 2018, la Haute Cour de justice, saisie d'une affaire de mauvais traitement infligé aux chevaux de transport entre l'Inde et le Népal, a cru opportun d'attribuer la qualité de personne morale à l'ensemble du règne animal. Cette nouvelle venant de l'Uttarakhand moderne nous a fait penser à la Rome antique. C'est ainsi que nous nous sommes rendus sur la pente qui conduit au Capitole où, grâce à un passage du juriste Alphénus, nous avons assisté à un accident provoqué par un char trop lourd pour les mules qui le tiraient. Le problème a été ainsi posé de notre première séance. Comment évaluer l'utilisation d'une figure typique du droit romain, celle de la personne, la persona en latin, dans le contexte du droit contemporain de l'environnement? Est-ce qu'attribuer la personnalité juridique aux animaux, aux écosystèmes, constitue une bonne stratégie pour faire face aux défis de la transition écologique? Et réciproquement, est-ce que les Romains eux-mêmes se souciaient des animaux et de l'environnement? Plus largement, le droit antique peut-il nous offrir des modèles pour faire évoluer la façon de penser notre rapport au monde? Ou, bien au contraire, est-ce l'influence constante et pluriséculaire de l'ancien droit de Rome, d'autant plus forte qu'elle est souvent méconnue, implicite, qui alourdit la pensée juridique contemporaine et lui rend plus difficile de contribuer à la gestion durable du monde, de dépasser la priorité que l'homme s'accorde sur le reste du vivant? Après tout, l'historien du droit, lui-même, rassemble à ces animaux de traits qui avancent sur un chemin escarpé, étroit, entre présent et passé, important sur eux un poids presque écrasant, celui de la tradition. Avancer est difficile, se débarrasser entièrement du fardeau n'est pas possible. On peut au moins essayer de comprendre ce que l'on porte ou ce que l'on traîne. Cela au moins, nous pouvons et nous devons le faire. Une façon de raisonner sur la tradition est de s'attarder sur les nœuds conceptuels qui, déjà au niveau terminologique, semblent présenter des affinités entre la pensée ancienne et la pensée moderne. Nous en avons choisi un. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de droit de la nature, au pluriel. Les objets naturels auraient le droit à l'existence, le droit à l'habitat, le droit de remplir leur rôle dans les processus sans cesse renouvelés de la biosphère. Les droits de la nature sont, dans cette perspective, des droits subjectifs accordés à la nature en tant que sujet de droit qui serait donc capable d'agir en justice. Dans l'Antiquité, on parlait en revanche de droit de nature au singulier. La proximité terminologique est à première vue frappante, mais quelle est la relation entre ces deux notions, d'analogie ou plutôt d'opposition? Le titre général de mon cours, « Droit des natures, nature sans droit », indique que je pense plutôt vers cette seconde conclusion. Comment se fait-il donc qu'une pensée juridique qui semblerait donner tant de place à la nature
comme celle de la Rome antique, d'où le justnaturalisme moderne puise son inspiration et ses notions, se révèle au contraire aussi anthropocentré, aussi incline à l'exploitation de la flore et de la faune, voire des ressources naturelles, minérales. Il me semble opportun de vous proposer un bref résumé du chemin parcouru ensemble cette année pour amorcer une réponse à cette question. La première étape pour tenter de nous orienter a été de comprendre ce qu'était la nature pour les anciens. Nous avons pris pour guide Aristote et les stoïciens et leur interprète latin Cicéron, en particulier les 3 livres sur la nature des dieux, le De Rerum Natura. Ce splendide traité, écrit au moment le plus sombre de la vie de Cicéron, au milieu d'amour fini et de la tragédie de la République en train de se transformer en monarchie impériale. En admirant le spectacle des corps célestes, de leurs mouvements rythmiques réguliers, Cicéron et les autres philosophes nous invitent à penser que la nature est une force innée, un principe de mouvement qui conduit l'être à devenir ce qu'il doit être. Pour les stoïciens, plus précisément, la physis est un souffle igné artisan. Par ailleurs, l'étymologie du mot grec, du verbe phuestai, et du mot latin, du verbe nascor, renvoie à l'idée de naissance et de croissance. La nature, en somme, est à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. C'est un premier pas simple, mais fondamental pour aborder la pensée antique et à mesurer toute la distance par rapport à la nôtre. Souffle créateur qui traverse l'univers, la nature détermine une échelle du vivant, au sommet de laquelle se trouverait l'homme. Seul possesseur de la raison et du langage, le mot logos en grec indique les deux, en latin ratio et oratio, donc raison, langage, ce qui l'avoisine au Dieu. Permettez-moi de faire un bond en avant et de passer de la philosophie ancienne à la neurobiologie. Alain Prochian, qui était titulaire de la chaire de processus morphogénétiques au Collège de France, me semble apporter dans son livre récent « Singe toi-même » une confirmation aux intuitions des anciens lorsqu'il parle, un neurobiologiste, de l'exception humaine, de ce destin cognitif monstrueux, fruit de l'évolution, qui distingue les humains par rapport aux autres vivants. Prochian souligne que l'étude de la structure et de l'évolution des génomes, sans oublier les conséquences de ces évolutions génétiques sur la physiologie, l'anatomie et les comportements, nous aide à répondre à la question de notre place dans l'évolution et de ce qu'elle signifie en termes de proximité, mais aussi de distance avec les autres espèces. Je cite, « C'est à partir de cette étrangeté qui est la nôtre, dit Prochian, d'être des singes chez lesquels un petit nombre de mutations en 7 millions d'années a permis un destin cognitif monstrueux qu'il faut réfléchir à notre rapport avec l'environnement. Car, dit-il, notre place dans la nature est à la fois dehors et dedans. » Fin de la citation. Ne s'agit-il pas ici, avec d'autres mots, de l'idée entrevue par les anciens philosophes de la nature lorsqu'ils envisageaient une échelle des vivants, une échelle. L'exception humaine dont nous parle la neurobiologie était une évidence pour eux qui les poussait à construire une théorie assez anthropocentrée du droit. Nous l'avons retrouvé chez les juristes romains eux-mêmes, notamment chez Ulpien, ce juriste actif au début du IIIe siècle après Jésus-Christ, dont l'œuvre constitue
l'aboutissement et la réorganisation des 5 siècles de jurisprudence romaine. Les juristes n'étaient pas des philosophes, bien sûr, néanmoins, en tant que membres de l'élite, ils étaient très instruits et cultivés. Beaucoup d'entre eux avaient certainement une solide formation philosophique, tous, en tout cas, possédaient une formation rhétorique qui impliquait la maîtrise au moins des concepts de base de la physique et de l'éthique. Ainsi, Ulpien articule le droit en 3 composantes, le droit naturel, qui consiste en l'instinct d'autodéfense, d'accouplement et des soins de la progéniture, instinct commun aux hommes et aux animaux. Vient ensuite le droit des gens, qui concerne la partie rationnelle, donc exclusif à l'homme et uniforme chez tous les peuples. Enfin, c'est le droit civil, c'est-à-dire propre à chaque cité qui l'établit pour elle-même. Concentrons-nous sur les droits de nature, le ius naturale d'Ulpien. Alors, d'abord, il faut dire qu'il ne s'agit pas du tout des droits subjectifs attribués aux objets naturels, comme c'est le cas pour la notion moderne des droits de la nature au pluriel, c'est-à-dire le droit à la vie, à l'habitat, etc. Le droit de nature d'Ulpien, au singulier, est en revanche ce qu'on définit comme un droit objectif. Les règles qui organisent une société humaine et qui sont en effet en lien avec la nature, mais comprises comme force innée. Donc, encore une fois, il s'agit d'une conception tout à fait différente de la vision contemporaine. Au fil de nos cours, nous avons examiné ce droit de nature, ce ius naturale, sous 2 aspects. Nous l'avons rencontré comme un dispositif de qualification, c'est le premier aspect, et d'autre part comme un ensemble de principes et de règles. Alors, commençons par le premier aspect. Comme dispositif de qualification, le droit de nature opère de manière particulièrement incisive à la fois sur les humains et sur les bêtes. Sur les hommes, parce que c'est dans le digeste que l'on trouve la fameuse phrase « tous les hommes naissent libres ». C'est le digeste qui la prononce. Pourtant, à Rome, il y avait bien des esclaves parfaitement admis et encadrés par les droits. Et c'est ici que l'on découvre cette fonction importante endossée par le droit naturel, ou que les juristes font endosser au droit naturel, c'est-à-dire celle d'ouvrir une sorte de dimension supplémentaire, une deuxième scène dans le théâtre du droit qui permet de gérer les contradictions, d'exploiter des principes apparemment inconciliables. La première scène est celle sur laquelle jouent les acteurs du droit civil, où seuls les hommes et femmes que le droit civil qualifie de libres peuvent être protagonistes. Mieux encore, il s'agit des citoyens, s'il s'agit de citoyens et de chefs de la famille. Le droit naturel, lui, offre en revanche une scène provisoire aux esclaves, en ramenant pour un instant le monde au moment primordial, pré-juridique, où il n'y avait pas de différence, où tout un chacun était libre par nature. Il ne s'agit en aucun cas d'abolir l'esclavage, mais au contraire de l'intégrer si nécessaire, de l'intégrer au droit civil si nécessaire, en permettant aux esclaves de se comporter de temps en temps comme tout autre homme, de nouer des relations juridiques, de conclure des contrats, mais toujours dans l'espace circonscrit de la scène de la nature et sans pouvoir nuire aux intérêts de leur maître. Surtout pas. Au contraire, dans la plupart des cas, ce retour à la nature sert surtout aux intérêts des maîtres dont les esclaves œuvrent comme une sorte de prolongement organique. En ce qui concerne les animaux, à Rome, le droit de nature sert également de dispositif de qualification.
pour mieux traduire en termes juridiques la distinction entre animaux domestiques et animaux de nature sauvage. Les animaux domestiques sont des objets stables de propriété, même s'ils échappent, ils restent à nous. Les animaux de nature sauvage, en revanche, sont nôtres tant que nous les possédons, par notre main ou par notre regard, pour ainsi dire. C'est comme à l'état de nature. On les acquiert par la chasse. S'ils nous échappent, ils reviennent à l'état de nature et sont prêts à être repris par quelqu'un d'autre qui s'en empare, les occupe en devenant leur propriétaire. Mais le regard des Romains sur le monde animal est très aigu, s'articule autour d'une série de nuances. Par exemple, les abeilles et les colombes, ainsi que d'autres animaux sauvages qui ont l'habitude d'aller et de venir, nous appartiennent tant qu'ils ont l'intention de revenir. À ce propos, on apprécie le pragmatisme des juristes qui ont toujours besoin de preuves tangibles. Les abeilles doivent prouver par leurs actes qu'elles veulent vraiment revenir. Nous avons pris acte d'autres cas particuliers, les chiens, les éléphants, les chameaux. Les juristes romains se sont adonnés à une taxonomie zoologique, pourtant toujours guidée par des soucis patrimoniaux. Les animaux sont pris dans le filet des relations patrimoniales des hommes, les seuls qui intéressent vraiment les juristes, comme on l'a vu par exemple dans les cas des dommages causés par les animaux, notamment à propos des lactio de pauperia. Dans cette perspective, est-il légitime de penser que le droit romain avait une attitude protectrice à l'égard des animaux? Ont-ils pensé à un contrat naturel comme celui préconisé par Michel Serres ou Desmond Morris, qui devrait être signé entre les humains et le reste du vivant, afin que leur relation ne soit pas de l'ordre de l'exploitation, mais de l'échange et du bénéfice mutuel? En examinant quelques vers du poème sur la nature, De Rerum Natura de Lucrèce, parfois évoqué comme fournissant des précédents de cette vision, le modèle du poète épicurien s'est révélé être non pas celui du contrat, mais bien celui de la tutelle. Les animaux domestiques sont considérés comme ayant besoin de protection, et c'est la nature, la combinaison des jeux d'atomes, qui les a confiés aux humains, qui exercent sur eux un pouvoir semblable à celui d'un tuteur sur les mineurs, tout en tirant aussi des avantages. Un pouvoir protecteur qui n'implique pas, du côté des animaux, une véritable autonomie. Dans l'une des dernières séances, nous avons pris les taureaux par les cornes en nous demandant directement si les Romains se faisaient un souci de l'environnement, de la pollution, des problèmes liés à l'exploitation des ressources, et s'ils possédaient une conscience paysagère. On ne peut pas nier que les Romains avaient beaucoup de connaissances écologiques, même si elles étaient organisées de façon différente des nôtres. Par exemple, pour ce qui concerne le paysage, leur vision idyllique du locus amenus ou de l'angulus était fortement imprégnée de valeurs morales et liée à l'idée du répit et de l'absence de travail. Cependant, le droit ne s'intéressait pas à la pureté de l'air. Nous avons pris cet exemple. Les Romains parlaient du ciel qu'indirectement pour protéger les intérêts du nu propriétaire mis en danger par une exploitation abusive d'un fonds par l'usufruitier. Donc, s'il y a des soucis, ils sont mêlés à des rapports patrimoniaux, par exemple, qui s'instaurent entre le nu propriétaire et l'usufruitier. Tout cela pour ce qui concerne les droits de nature en tant que dispositif de qualification. Nous en arrivons ainsi au deuxième aspect, celui du droit naturel comme système de règles.
C'est encore Cicéron qui nous guide dans cette deuxième dimension, mais pas le Cicéron des dernières années de sa vie, celui qui a divorcé de sa femme, qui n'a pas trouvé le bonheur auprès d'une jeune compagne et qui voit la République perdre ses beaux traits comme un tableau qu'on a trop tardé à restaurer. Non, c'est le Cicéron de 20 ans, fraîchement sorti d'une école de rhétorique, plein de vie, qui est poussé par sa nature à devenir ce qu'il doit être, orateur, homme politique, intellectuel sans égal, mais toujours, pour ainsi dire, en probation par ses contemporains et par la postérité. Et laissez-moi dire que je me réjouis de voir un certain nombre de jeunes chercheurs dans cette salle et en lien avec cet enseignement. C'est leur moment. Et dans son manuel acerbe et mature, le De il nous explique d'où vient le droit. C'est ce que nous avons appris, lu lors de notre dernière séance. Le droit de nature est celui qui nous est apporté non pas par une décision, une opinion, c'est la vieille question grecque, mais par une sorte de force innée, notamment la religion, la piété, la gratitude, la vengeance, la révérence ou la véridicité. On appelle religion ce qui repose sur la crainte des dieux, les cérémonies du culte, la piété et les sentiments qui nous avertissent d'observer nos devoirs envers la patrie, nos parents et ceux qui nous sont liés par le sang. La gratitude consiste dans les égards qu'inspire le souvenir des bienfaits, des honneurs et de l'amitié, et le désir de les payer en retour. La vengeance est ceux qui nous incitent à écarter de nous et de ceux qui doivent nous être chers la violence et l'outrage, soit en nous défendant, soit en rendant l'appareil. Et c'est aussi par elle que nous punissons les fautes. On entend par la révérence les marques de respect et de vénération que nous donnons à ceux qui nous sont supérieurs dans l'âge ou la sagesse, ou l'honneur ou quelque dignité. La véridicité, la qualité par laquelle nous efforçons d'éviter toute divergence entre nos déclarations et les faits passés, présents ou futurs. À la fin de ce passage, Cicéron lui-même, et c'est peut-être son enseignement le plus perspicace, nous dit que les références à la nature ne sont pas particulièrement efficaces lorsqu'on parle de droit civil. Elles servent à renforcer, vous vous souvenez, sa perspective était toujours celle de donner par ce sorte de grille, de plan, de topoi, donner des idées aux orateurs pour plaider une cause. Donc, s'il y avait une cause qui portait sur une question de droit, c'était la façon de donner des arguments aux orateurs. Mais après les avoir listés, il dit, mais il n'y a pas, dans ce passage, il n'y a pas vraiment une grande utilité à mobiliser le droit de nature. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment au cœur du droit civil. Ce genre d'arguments servent à renforcer les autres arguments ou à donner une touche de grandeur au discours. Est-ce que cela vaut aussi pour les juristes romains? Donc, est-ce que cette limitation vaut aussi pour les juristes romains? Au fond, ils ont légué au monde occidental la fameuse tripartition d'Ulpien et des phrases célèbres comme celle que j'ai évoquée à propos de la naissance libre de tous les hommes. Alors, cela donné, on pourrait s'attendre que les Romains, les juristes romains, aient exploité le droit naturel dans leur raisonnement. Mais de fait, la semaine dernière, nous avons constaté, tout comme Cicéron le prévoyait, que les juristes romains se référaient au droit naturel de manière parcimonieuse et faible, c'est-à-dire principalement pour trouver une légitimation à des normes déjà en vigueur.
C'est ça qui me semble aussi important dans une perspective de poursuite de ce genre de recherches qui sont toujours fréquentes, intéressantes pour toutes les historiennes et les historiens du droit, mais il faut vraiment comprendre quel était le rôle effectif de ce genre d'arguments dans les sources romaines. Donc, on a bien vu qu'il faut faire une différence par rapport à la fonction de l'utilisation. Est-ce qu'ils évoquaient le droit naturel pour argumenter des solutions nouvelles, donc c'est une utilisation forte, ou bien seulement pour légitimer des normes déjà en vigueur? C'est une fonction plus faible, parce que c'est seulement après coup qu'on peut réfléchir s'il y a une cohérence entre une norme déjà actée et en principe de droit naturel. Donc on a bien vu que normalement c'était plutôt dans la fonction de légitimation, fonction faible, que les arguments portant sur le droit naturel étaient exploités. Aujourd'hui, je souhaite cependant vous proposer quelques exemples de cette deuxième fonction, un peu plus, disons, engagée de se confronter au droit de la nature. Parce que c'est précisément dans ce genre de passage que l'on saisit une dimension profonde du fonctionnement d'un droit de nature, car, nous allons le voir, il constitue une porte d'entrée pour des considérations éthiques dans le monde du droit. Toujours de manière cohérente avec les droits, mais néanmoins, c'est une porte d'entrée de réflexion morale. Et comme vous comprenez, lorsqu'on évoque une composante morale du droit, ce n'est pas seulement que c'est un enjeu très important du rapport du droit avec des autres sous-systèmes sociaux, mais pour ce qui concerne notre cours, notre démarche, on voit une fois de plus que le droit de nature, là où il intègre des considérations morales, est un droit complètement tourné vers les humains. Donc c'est une autre façon de dire que, par le biais du droit de nature, ce sont des considérations culturelles qui entrent dans les droits. Comme nous en avons l'habitude, laissons les textes nous parler, mais vous le savez, pour communiquer les textes, toutes choses, mais les textes aussi ont besoin d'une petite mélodie ou du moins d'une note qui résonne en nous. Et pour ce texte que nous allons interroger, ce qui résonne, c'est tout simplement un mot rédhibitoire. Aujourd'hui, nous employons l'adjectif rédhibitoire pour définir un défaut, un empêchement absolu, radical. C'est une expression qui vient du droit romain, une métaphore juridique transposée dans le langage français courant. Alors, à Rome, l'adjectif rédhibitoire désignait une action servant à faire valoir un vice ou un défaut chez un esclave ou un animal domestique, qui entraînait l'annulation de la vente, donc la restitution de l'esclave au vendeur, qui devait à son tour restituer à l'acheteur le prix payé. Restituer, revenir à ce qu'on avait au départ, c'est cela que redibere signifie au juste. Donc, vous avez vu, les métaphores font un grand tour. Les vices rédhibitoires étaient divers, physiques d'un côté, du genre à empêcher la capacité de travail de l'esclave, mais aussi portant sur son caractère. Par exemple, l'esclave avait tendance à vagabonder ou même avait tenté de s'enfuir. Alors, le fait qu'il avait tenté de s'enfuir, c'est
un symptôme que peut-être il va le tenter encore une fois. Donc, c'est bien que le vendeur en prévient l'acheteur, parce que peut-être que son esclave, ce n'est pas quelqu'un sur lequel on peut faire confiance. Alors, si le vendeur n'avait pas prévenu l'acheteur, et si ce dernier s'en aperçoit après la vente, dans un délai de 6 mois, il peut, l'acheteur, restituer l'esclave et récupérer son prix. Alors, sur cet arrière-plan, considérons le cas d'espèce suivant présenté par Lupien. Il arrive très souvent qu'en lien avec des esclaves malades, donc qui ont un défaut, un vice rédhibitoire, même ceux qui ne le sont pas sont rendus à l'acheteur lorsque ces esclaves ne peuvent être séparés sans un grand inconvénient ou en considération de l'offense qu'on infligerait à l'esprit de piété, pietas. En effet, qu'en serait-il si l'acheteur voulait retenir le fils et faire reprendre les parents ou vice-versa? Ce principe doit être observé également à propos des frères et des personnes qui leur sont liées en concubinage. Le texte est d'une brièveté, d'une clarté radicale dans son jeu d'adaptation progressive de la règle à la réalité. Souvent, les textes des juristes romains ne sont que des adaptations menues, minutieuses, très intelligentes de la règle à la réalité. La règle de départ est que l'esclave malade atteint d'une vice rédhibitoire doit être restitué. On l'a déjà expliqué. Mais imaginons que l'on a vendu 2 esclaves, par exemple une mère et son enfant. Les autres exemples sont pareils, mais c'est une extension. Ce sont des frères et des sœurs, ou ce sont des esclaves en concubinage. Je permets de souligner ce mot contubernio. Bon, c'est un mot du langage militaire qui se réfère au fait de vivre sur la même tente dans le campement. C'est un mot qui est utilisé pour expliquer l'union disons, constante entre 2 esclaves. C'est intéressant parce qu'il n'utilise pas le mot matrimonium, il n'utilise pas le mot mariage. Parce que vous voyez, le mot mariage, c'est un mot juridique. Donc on ne peut pas utiliser ce mot pour des esclaves. Donc on fait référence à la même situation, d'autant plus que le mariage romain était un mariage dont l'esprit était celui vraiment d'une solidarité continuelle. Donc le mariage résistait autant qu'il y avait une volonté de rester lié à un mariage. Donc ce n'était pas vraiment une cérémonie, mais c'était vraiment la volonté de continuer de vivre ensemble. Et donc c'est un état de fait qui a des effets juridiques, mais c'est le fait même de vivre ensemble. Mais ce fait, lorsqu'il s'agit d'esclaves, ne peut pas par les juristes être nommé, classé avec le même nom qu'on utilise pour des libres. Donc vous voyez qu'il y a cela suffirait pour nous faire comprendre ce que je suis en train de dire, cette fonction de qualification du droit naturel. Le droit naturel permet de concevoir les esclaves en tant qu'hommes, en même temps de ne pas les intégrer complètement dans le monde du droit. Donc ils ne peuvent pas être liés à un mariage. Mais on utilise un mot qui fait référence au fait qu'ils vivent quand même, tout de même, dans la même situation d'une femme et d'un homme libre. Bon, pour revenir à notre exemple que nous allons choisir et suivre dans ces commentaires, il y a une
pensons à une mère et un enfant qui ont été vendus. Si la mère est malade et elle est rendue à cause de ce défaut, est-ce que l'acheteur peut retenir l'enfant qui, lui, n'a pas de défaut? La réponse d'Ulpien est que non, il doit rendre aussi l'enfant au vendeur pour ne pas les séparer. Donc, il y a ici un infléchissement de la règle qui veut que seulement ceux qui sont malades, qui ont un vice, doivent être rendus. Et quelle en est la justification? L'expression utilisée par Ulpien est transparente. Séparer mère et fils, c'est une offense à la ratio pietatis. Très difficile à traduire, je traduis par esprit de piété, mais vous sentez le mot ratio, ça résonne avec le mot raison, ratio naturalis. Donc oui, c'est l'esprit de piété, mais qui découle aussi de notre raison humaine. Alors, vous vous souvenez de De Inventione, parce que nous venons de le lire, Cicéron disait que la pietas comporte un service des soins diligents envers ceux qui nous sont unis par les sang. C'est par respect pour ces liens de sang que le vendeur doit rendre ensemble mère et fils. Remarquez ici l'esclave, au moment même où il est traité en marchandise, où il fait l'objet d'un contrat de vente, est aussi considéré dans sa dimension naturelle, c'est-à-dire pleinement humaine. D'où aussi le fait qu'une esclave est considérée comme mère de son enfant. Cela vous semble évident, mais ce ne l'est pas. Au fond, le fils d'une femme esclave devenait, au moment même de sa naissance, esclave du maître de sa mère. Il était tout de suite patrimonialisé. Néanmoins, on le considère, de ce point de vue, fils de sa mère. Alors, voici encore en œuvre ce jeu de deux plans, le plan patrimonial, le plan naturel. Et c'est sur ce deuxième plan, profondément lié à la raison humaine, que le juriste non seulement reconnaît les liens entre mère et fils, mais mobilise aussi le sentiment de pietas. Ce penchant qui nous dit que ce lien de sang, il faut le respecter. Alors, je pense que les juristes les plus aigus parmi vous ont peut-être, ont été traversés par une pensée, c'est aussi l'intérêt du vendeur de recevoir les deux esclaves ensemble. Parce que les séparer aurait quand même comme conséquence le fait que l'esclave qui lui revient serait moins disposé à prêter service, et en plus il ne reçoit que, celle des deux qui a un vice rédhibitoire. Et donc, l'idée, c'est aussi qu'il faut quand même garder un équilibre. Donc, il reprend l'esclave qui est malade, mais il reprend aussi l'esclave qui ne l'est pas. Donc, il y a aussi un côté qui n'est pas seulement sentimental, pour ainsi dire, mais aussi il y a un côté économique. Toujours, lorsque les esclaves sont pris en compte, il faut toujours voir les maîtres qui sont derrière. Mais comme c'est notre dernière séance, nous sommes plutôt prêts à suivre le fil des bons sentiments. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'il y avait ici comme arrière-plan idéologique. Donc, il faut toujours ouvrir un peu, autant que possible, nos yeux sur leur mentalité. Donc, l'idée de la piété filiale était quelque chose de très enraciné, au point qu'elle est aussi pour nous, je ne dis pas de façon,
comment dirais-je, naturel, mais aussi culturel, parce que pour nous aussi, le mythe des nez portant un chise est quelque chose de très, très, disons, connu. Et donc vous voyez dans plusieurs représentations aussi, vous voyez ici Ascagne, donc c'est le père et le fils, dans cette fresque de Pompéi, et aussi sur une monnaie, la Pietas, vous voyez ici, monnaie de Vespasien. Alors, cela nous permet de saisir un développement crucial et de le saisir de façon concrète. Le lien de sang est un fait biologique, ça c'est clair, un soubassement physique, mais qui se dédouble en règle morale. Le lien de sang doit être respecté. Donc il n'y a pas seulement le lien de sang, mais il doit être respecté. On passe de l'être au devoir-être, de la description à la prescription. C'est un pas qui pose beaucoup de problèmes, disons, épistémologiques et en théorie du droit. C'est vraiment là tout le secret et la difficulté de la notion de droit de nature. Et je vous ai dit que peut-être le fait que les Romains considèrent la nature comme une force innée permet, je ne dirais pas de contourner ce problème, mais un peu de le rendre moins insoluble. Parce que pour nous, la nature n'est vraiment qu'un fait. Mais pour les Romains, c'était une force dynamique. Donc pour nous, c'est quelque chose de presque passif. Pour les Romains, c'était une force active. Et donc c'est pour ça que c'est moins étonnant de voir cette force active comme déterminant, posant, établissant des règles. C'est un côté que je pense c'est encore à creuser, à rechercher. Cela nous permet aussi d'entrevoir un deuxième point, c'est-à-dire qu'il y a des moments où, comme dans ce texte, les deux fonctions du droit naturel que nous avons illustrées jusqu'à présent coïncident. Le droit naturel fonctionne ici, à la fois ici dans le cas de la mère et de son fils, les deux esclaves, comme un outil de qualification et comme une règle. En tant qu'outil de qualification, le droit naturel permet de considérer les esclaves comme des êtres humains, et en tant que règle, elle met l'accent sur les comportements que nous devons mettre en œuvre pour vraiment faire preuve de piété. Or, et je m'excuse pour l'esthétique, j'aurais pas dû vous montrer les œuvres d'art anciennes avant de ce pitoyable diapo, mais bon, en tout cas, c'est les contenus qui est vraiment précieux. On peut se demander comment, une fois devenu règle, le droit de nature s'articule avec le droit en vigueur. Un autre point très délicat est comprendre, oui, on peut voir quels sont les contenus, Cicéron les a très bien expliqués, mais comment articuler le droit naturel, ses règles et les règles du droit. Alors, comme je l'avais évoqué au départ, à mon sens, la pietas fonctionne presque comme un correctif au droit en vigueur. Elle n'entraîne pas, en fin de compte, une modification des rapports patrimoniaux, n'a pas introduit une règle nouvelle dans le cas du vice rédhibitoire.
Et le vendeur et l'acheteur se retrouveront dans la même situation de départ, l'un avec ses 2 esclaves, l'autre avec l'argent qu'il avait dépensé comme prix. Néanmoins, la piété, la pietas, sera intervenue pour déterminer que les esclaves ne seront pas séparés. Il s'agit d'un élément éthique, d'un sentiment qui, comme une plume, tombe sur la balance de la justice pour la faire pencher d'un côté plutôt que de l'autre. Restons avec la pietas dans nos mains, ce fil ténu grâce auquel nous arrivons à un autre texte. Mais avant d'y arriver, il faut passer par un autre principe de droit naturel qui établit que nous devons éviter de nous enrichir au détriment d'autrui. Pour Cicéron, il s'agit d'un axiome qui dépend du partage de la raison que nous possédons tous et qui nous fait de quelque sorte frères et sœurs. Et comme la nature a établi entre nous une sorte de parenté naturelle, il est contraire au droit de nature de nuire à autrui. Encore une fois, le soubassement biologique, nous sommes frères et sœurs, il y a un lien biologique, soubassement, disons, physique, produit une règle. Comme nous sommes frères et sœurs, il ne faut pas se nuire mutuellement. Un juriste, Pomponius, à peu près contemporain de Gaius, donc IIe siècle après Jésus-Christ, formule cela avec netteté. Il est équitable par nature que personne ne s'enrichisse aux dépens d'autrui. Alors, corollaire de ce postulat, si les caissiers d'un supermarché commettent une erreur et nous rend plus de monnaie qu'il ne le devrait, nous devons la lui rendre. Disons les choses telles qu'elles sont, lorsque cela arrive, nous nous sentons mal à l'aise, même si personne ne le remarque, même si personne ne nous le demande, nous sentons que nous avons le devoir de rendre la monnaie. C'est à ce moment-là, à mon avis, que la loi naturelle, la loi silencieuse, fait entendre sa voix. La règle de nature posée, voyons comment elle s'articule avec le droit en vigueur à l'épreuve d'un cas d'espèce. L'institution juridique en question, cette fois-ci, est la dot. À Rome, c'est la future épouse qui constitue la dot en faveur de son futur mari. En fait, c'est souvent le père, ou parfois la mère de l'épouse, qui fournit la dot dans l'intérêt de la fille. Souvent, on fait cela par une promesse. Le père ou la mère s'engage formellement par le biais du contrat de stipulatio, c'est une promesse solennelle, à verser au mari une somme d'argent ou des biens, ou les deux. Dans le cas abordé ici, une mère croyait s'être engagée, mais pour une raison quelconque que nous ignorons, elle s'est trompée. La promesse n'existe pas ou elle n'est pas valable. Ignorant cela, cette femme verse néanmoins de l'argent au futur mari de sa fille. Ensuite, elle se rend compte de son erreur et demande à son beau-fils de lui restituer la dot. Pas de chance, les juristes répondent qu'elle ne peut pas demander la restitution. Une femme, se croyant obligée de doter sa fille, ne peut pas redemander ce qu'elle a donné à titre de dot. En effet, abstraction faite de la fausse opinion où elle a été, il reste la cause de la piété. Enlever l'obligation de droit civil, il reste néanmoins la cause de la piété, qui ne permet pas de répéter ce qu'on a donné par cette considération. Le juriste distingue implicitement deux plans. Sur le plan du droit civil, il n'y a pas d'obligation. En revanche, au niveau de la nature humaine, si le mot pietas nous ramène au lien de sang et à la sollicitude que les parents
doivent avoir pour leurs enfants ou rendre également le fait de les aider à constituer leur propre famille et à poursuivre ainsi les générations. Il est essentiel de noter que les deux liens n'ont pas la même force. S'il s'agissait d'un lien de droit civil, il permettrait au futur mari d'aller en justice et de contraindre la mère qui n'a pas payé la dot à le faire. Donc, si elle s'était engagée et si elle n'avait pas payé, on pourrait la contraindre de le faire. Au contraire, le droit naturel ne fonctionne que comme une soupape qui empêche le retour de flamme. Si la mère a déjà payé, et uniquement dans ce cas, elle ne peut plus exiger le remboursement de ce qu'elle a donné. Disons que la piété n'est pas assez forte pour obliger à payer, mais qu'elle est suffisante pour empêcher de faire marche arrière par rapport à un paiement déjà effectué spontanément. Disons-le autrement, le droit naturel parfois permet aux juristes de résoudre une question, donc il est utilisé de façon forte comme justification du raisonnement, parce que ici, vous voyez, c'est la justification du raisonnement. À la fin, Julien nous dit, mais elle demande d'avoir en retour ce qu'elle a payé, mais la réponse est négative. Et la justification est qu'il y a un lien de piété, il y a un devoir de piété qui empêche qu'elle redemande ce qu'elle a versé à titre de dot. Donc vous voyez, c'est vraiment la justification de décision du juriste. Néanmoins, même si c'est utilisé de façon forte, c'est-à-dire comme justification, parmi les justifications, c'est une justification qui est un peu faible, c'est-à-dire qu'elle ne sert pas à fonder une demande en justice, mais elle permet d'en empêcher une. Il y a des rapports qui relèvent du droit naturel, les droits de la cité, sans les sanctionner, reconnaît néanmoins leur existence juridique et en conséquence la légitimité de leur existence. Une remarque, j'ai parlé souvent de droit de nature sans que dans ces deux passages, les juristes eux-mêmes en fassent parole explicitement. Si je m'en autorise, c'est aussi pour ça que ce genre de passages ne sont pas souvent liés à la question du droit naturel, parce que le mot natura n'y paraît pas. Mais si nous les versons au dossier du droit naturel, c'est parce que nous avons en tête, à l'esprit, le cadre dressé par Cicéron, où la piété était un élément, était qualifié d'élément du droit de nature. Donc nous pouvons faire le lien. Mais si nous revenons justement au tableau de Cicéron, où vous voyez la piété qui dépend du droit de nature était bien définie, mais est-ce seulement la piété qui offre un soubassement au raisonnement des juristes? Je vous ai montré deux exemples concernant la piété. Alors, la gratitude, en rouge, consiste dans les égards qu'inspirent les souvenirs des bienfaits, des honneurs, de l'amitié et les désirs de les payer de retour. C'est très important, ça. Alors, lisons ce texte d'Ulpien. Un affranchi pensait devoir à son patron des journées de travail. Il a payé, pensant qu'il était obligé. Il ne peut pas répéter, crie Julien, et en effet, par nature, l'affranchi doit des journées de travail à son patron. Alors, les affranchis, au moment de leur manumission, donc des esclaves sont en train d'être manumis, s'engager vers leur maître, ensuite vers leur patron, à effectuer pour eux un certain nombre de journées de travail chaque année. Il s'agissait donc d'une promesse.
Or, dans ce cas, évidemment, l'affranchi avait travaillé plus qu'il ne s'y était engagé. C'est un peu comme la mère qui, par erreur, a fourni la dot pour sa fille sans y être obligée. Ici également, l'affranchi fait valoir le principe selon lequel personne ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui. Il demande donc que le patron lui rembourse les journées travaillées en plus. Mais Julien, grand juriste qui fut consul en 148 après Jésus-Christ, lui répond qu'il n'en est pas question. Ces journées de travail, ces opere, sont qualifiées de officiales car elles rapportent à la notion d'officium, comportant donc le souvenir des services rendus par les patrons, c'est-à-dire l'affranchissement, qui engendre la volonté d'acte de dévouement en retour par l'affranchi. Donc, mécanisme de la gratitude. Alors, cela me semble désormais clair. La loi naturelle est un peu comme la nature dont Héraclite disait qu'elle aime se cacher. Car il nous a semblé que dans le passage des juristes romains, la loi de la nature est en effet très discrète, silencieuse même, comme le voulait Paul dans le passage que nous avons lu pendant notre dernière séance à propos des portions qu'il faut accorder aux enfants de ceux qui ont été condamnés à la confiscation du patrimoine. En même temps, en reconstituant le fil qui relie les juristes à la rhétorique, nous avons vu que même lorsqu'ils parlent, par exemple, de piété, les juristes pensent en effet au domaine du droit naturel. Et ça, c'est très clair, parce que dans ce texte d'Ulpien, il le dit explicitement que c'est par nature que l'affranchi doit désopérer au patron. Donc vous voyez qu'on revient pas seulement, il ne faut pas seulement se référer au texte de Cicéron, mais vous voyez ici que c'est le symptôme clair que les juristes avaient en tête le même plan. Et donc ils reliaient la gratitude à la nature. Donc, lorsqu'ils parlent de la piété ou de la gratia, les juristes pensent en effet au domaine du droit naturel, à ces sentiments fondés sur la biologie, puis repensés par la raison, qui poussent par exemple les parents à prendre soin de leurs enfants ou les affranchis à être reconnaissants envers leurs anciens maîtres qui leur ont donné la liberté. C'est une démarche qui fait intervenir non pas tant la nature que la culture, un ensemble d'attitudes, de sentiments, de relations socialement élaborées. On pourrait parler du droit naturel comme un plan de contact entre l'éthique et le droit, avec la seule précision, toujours nécessaire, que toutes les fois que le droit entre en contact avec un autre champ culturel, en l'occurrence la morale, il se l'approprie et le transforme à ses propres fins. Cela nous est apparu clairement lorsque nous avons réfléchi à la prudence avec laquelle la piété n'apporte que des petites adaptations du droit en vigueur. Même chose pour la gratitude. Il s'agit donc d'une démonstration supplémentaire que le droit fonctionne comme un énorme système culturel manifestement élaboré à partir de l'homme et de ses besoins. Avant de nous quitter et de nous donner rendez-vous, si vous voulez bien, pour mon cours de l'année prochaine, il s'intitule « Le corps du droit ». Imaginez le droit par les métaphores corporelles dans la littérature juridique romaine. Je voudrais vous remercier pour votre attention constante au long de ces cours. Et donc, je souhaiterais vous remercier en abandonnant, ou presque, le droit, pour nous immerger dans l'eau de la poésie d'Ovide, le poète sublime, qui était pourtant aussi un juriste. Pourquoi vous citez les Métamorphoses? Parce que c'est un poème qui nous parle justement de changement
et que nous vivons une époque de transition. Et pourquoi ces vers? Parce qu'ils contiennent des allusions juridiques, mais placées dans une vision certainement moins géométrique que celle des juristes, et donc plus évocatrice, prête à laisser place à l'espoir, ou au désespoir, ou aux deux. Réfléchir sur l'Antiquité, c'est aussi cela. Le protagoniste est Latone, une déesse puissante et malheureuse. Sa faute a été d'être aimée par Jupiter, d'avoir des jumeaux de lui, qui ne sont autres que Diane et Apollon, et d'encourir la haine perpétuelle de Junon. Ovide raconte un épisode la concernant par la voix d'un témoin anonyme qui, jeune homme, s'était rendu dans une région d'Asie, la Lycie, à la recherche de bœufs de valeur, accompagné d'un guide local qui lui avait été donné par son père. À un moment donné, ils aperçoivent un autel au milieu d'un étang qui porte les signes évidents de sacrifices intenses, et notre narrateur, donc c'est la voix qu'on entend dans ces vers, demande au guide à l'honneur de qui il a été érigé. À l'honneur de Latone, lui explique le guide local, saisi d'une crainte religieuse, et il lui raconte l'histoire. Alors, avec ce guide, j'ai parcouru les pâturages quand, au milieu d'un lac, parmi les roseaux frémissants, nous voyons se dresser un vieil autel noirci par la cendre des sacrifices. Mon guide s'arrêta, saisi d'effroi, murmura « Sois moi favorable ». Et moi, murmurant de même, je dis « Sois favorable ». Cependant, comme je demandais si l'autel était consacré aux naïades, à Faunus ou bien à un dieu indigène, mon hôte me répondit « Non, jeune homme, nulle divinité montagnarde n'occupe cet autel. La déesse qui le revendique est celle, Latone, à qui l'épouse du roi des dieux, Junon, interdit jadis l'univers et qui, suppliant l'errante Délos, eut peine à recevoir son hospitalité quand l'île légère nageait sur les flots. Donc, elle a réussi, Latone, à être accueillie par Délos. Là, prenant appui sur un palmier, un arbre consacré à Pallas, Latone mit au monde des jumeaux, au grand dépit de leur marâtre, Junon. On raconte que de cet endroit aussi, la jeune mère dut fuir Junon de Délos, emportant sur son sein les nouveau-nés, deux dieux, Diane et Apollon. Au pays de la chimère, en terre de Lycie, sous un soleil pesant qui brûlait les campagnes, la déesse Latone, épuisée par un long effort et déshydratée par une chaleur de plomb, s'est sentie assoiffée. Ses nourrissons, avides, avaient épuisé le sein qui les allaitait. Par hasard, elle aperçoit un petit lac à l'eau peu abondante au fond d'une vallée. Les paysans cueillaient là des brins d'osier garnis de pousses, des joncs, des herbes aimées des marais. La fille du titan s'approcha et, à genoux, pesa sur la terre pour puiser l'eau fraîche qu'elle s'apprêtait à boire. La bande des paysans l'arrête. La déesse s'adresse ainsi à eux. « Pourquoi m'interdisez-vous l'eau? L'usage de l'eau est un bien commun. La nature n'a pas fait du soleil un bien propre, ni non plus de l'air, ni des ondes claires. Je suis venu vers un don fait à tous, et pourtant, c'est en vous suppliant que je la demande. Pour ma part, je ne voulais baigner ici ni mon corps, ni mes membres épuisés, mais étancher ma soif. La bouche qui vous parle manque de salive, ma gorge est sèche et ma voix a du mal à s'y frayer un passage. Une gorgée d'eau me sera un nectar et en le recevant, je dirai que j'ai reçu la vie. Avec cette eau, vous aurez donné la vie. Puissent-ils aussi, qui sur mon sein tendent leurs petits bras, vous émouvoir, car justement le petit tendait leurs bras, qui auraient pu ne pas être émus par les douces paroles de la déesse.
Les rustres, pourtant, persistent à écarter ces prières, profèrent de menaces. Si elles ne s'éloignent pas, ils ajoutent des insultes. Mais ce n'est pas assez. De mains, des pieds, ils troublent les eaux, ils font remonter la vase molle du fond du lac en sautant méchamment de ci, de là. La colère lui fit oublier sa soif. Désormais, en effet, la fille de Coeus ne supplie plus des gens ignobles et n'accepte plus de retenir des propos indignes d'une déesse. Les mains levées vers les astres, elle dit « Vivez à jamais dans votre étang, les désirs de la déesse se réalisent, les paysans se plaisent sous l'eau, tantôt ils plongent tous leurs membres au creux de l'eau dormante, tantôt ils sortent la tête, tantôt nagent la surface, souvent ils s'installent sur les bords de l'étang, souvent aussi ils replongent dans les eaux fraîches, mais maintenant encore, ils usent leur vilaine langue en dispute, sans pudeur, même sous l'eau, ils essayent sous l'eau à proférer des malédictions. Leur voix aussi est rauque désormais, leur cou empli d'air est enflé, et leurs infectives même dilatent leur bouche béante. Leur dos touche leur tête, leur cou semble avoir disparu, leur échine verdit, leur ventre, partie majeure de leur corps blanchi, et ces grenouilles nouvelles bondissent dans un tourbillon fangeux. La métamorphose des hommes en grenouilles. Il y aurait tant à dire en se laissant guider par les suggestions, comme il se doit face à une poésie aussi imaginative. La déesse Latone demande d'abord l'accès à l'eau pour pouvoir satisfaire sa soif et celle de ses enfants, Diane et Apollon. Et elle l'affirme, l'eau est un bien d'usage commun. Mais des paysans l'en empêchent par misogynie, par méfiance à l'égard de l'étranger qui arrive et demande à partager des ressources. Notons qu'Ovide utilise ici des termes parfaitement juridiques. D'abord, il utilise le mot prohibere et le mot vetare, qui sont deux mots techniques utilisés par les juristes dans des citations pareilles. Mais surtout, Latone dit que l'eau est une chose d'usage commun, un bien commun, tout comme le mer et le littoral. C'est justement la liste des choses communes dressée par les juristes martiens dans ce passage du Digeste, qui dit, en effet, selon le droit naturel, les choses communes à tous sont les suivantes: l'air, l'eau courante, la mer, et par son biais, ses rivages. Vous voyez que la liste d'Ovide est vraiment la même, parce qu'il parle de l'air, des ondes claires, la mer, et il parle bien sûr de l'eau, parce que c'est, disons, l'objet de la controverse. En tant que poète, bien sûr, il ajoute aussi au bien commun également le soleil. C'était le soleil qui brûlait. Donc vous voyez aussi ce genre de polyphonie des sens. Et elle insiste, elle dit aussi, il s'agit de publica munera. Je suis venu à des dons, c'est très difficile de traduire munera. Je veux seulement souligner que le terme munera, au singulier munus, est à la racine du mot commun. Les res communes. On en parle aujourd'hui comme d'une formule qui peut aider à la gestion écologique des ressources. Et vous savez que la Charte constitutionnelle depuis 2005 intègre un préambule qui dit que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains. Mais ici, les colons, les indigènes, ne semblent pas très enclins à suivre la définition légale.
qui fait de l'eau un bien accessible à tout un chacun. Ils utilisent la force et en effet, pour empêcher la tonne de se désaltérer, ils remuent le fond et embourbent l'eau, ainsi faisant, nuisant même à leur propre intérêt. C'est la tragédie des communs, pourrait-on dire, qui appelle une forme d'intervention pour empêcher les conflits, la sur- ou sous-exploitation. Elle appelle une forme d'intervention. Peut-on toujours faire confiance à la solidarité au bon sens des individus? Les biens communs ne demandent-ils un système de gestion mis en place par la collectivité? Ici, faute d'une autorité capable d'imposer l'accès à l'eau pour tous, c'est l'Athone elle-même qui joue ce rôle et se défaisant de son attitude de suppliante affirme sa supériorité. Voici les paysans qui n'avaient pas su utiliser la raison naturelle donnée aux humains ni se montrer solidaires, renvoyés à l'état d'animaux dont les signes et qui ne sont plus capables d'articuler la parole. Chacun retirera de cette métamorphose l'enseignement qu'il juge le plus approprié à sa propre fable. Jean retient l'idée que la réflexion sur le monde antique nous donne les outils pour regarder notre monde avec plus de clarté et aussi de piété. Le passé n'est pas là une fois pour toutes, il faut toujours le repenser. Pour le dire autrement, ce que nous avons reçu de nos aïeux, si nous voulons le posséder en propre, conquérons-le. Je vous remercie.